justes parmi les nations qui nous ont fait l'honneur de venir, et également, bien entendu, tous les enfants juifs cachés. Il y en a plus d'une dizaine dans cette salle aujourd'hui. Ce que je propose, c'est qu'au niveau des questions de la salle, nous procédions de la manière suivante, si vous en êtes d'accord. J'ai déjà des demandes de prise de parole, tant de la part de descendants de justes dans la salle et d'enfants juifs cachés. Donc je donnerai peut-être en premier à chaque fois, au niveau des questions de la salle, la parole à une personne qui m'a déjà demandé la parole, et ensuite on vous laissera le temps à vous de vous exprimer, sachant que d'après le programme, nous avons maintenant 10 bonnes minutes pour ce faire. Alors dans la logique des choses, il me semble qu'il faudrait d'abord donner la parole à un participant qui veut parler d'un ou d'une juste parmi les nations. Et je me permets donc de proposer en premier orateur le professeur Georges Hauptmann. Je remercie très vivement Mme Carole Reich et la Fondation Claude Lévy de donner l'opportunité d'évoquer la mémoire du docteur Adélaïde Auval, qui a été la deuxième personne française nommée juste parmi les nations, la première alsacienne et le premier médecin honoré de la plus grande distinction civile accordée par l'État d'Israël. Adélaïde Auval, le 1er janvier 1906, au Auval, qui était la 7e enfant du pasteur réformé Philippe Haas et de son épouse Sophie Lydie Kunz. Le pasteur était très francophile et a demandé de changer de nom après la Première Guerre mondiale. Il a transmis également à ses fils et à ses filles ses sentiments d'empathie pour le peuple de l'Écriture, ce qui explique que Heidi a déclaré en 1972 à un journaliste anglais « Cette révérence envers les Juifs ne m'a jamais quitté. Je ne pourrai jamais oublier qu'à travers l'histoire, ils ont bien plus souffert que tous les autres peuples. » Heidi a étudié la médecine à Strasbourg et s'est spécialisée en psychiatrie. Fin septembre 1939, elle quitte volontairement l'Alsace pour s'occuper des malades mentaux transférés dans le sud-ouest, à Beauclerc, près de Montpont-Bénestérol, puis à Lannemezan, dans les Hautes-Pyrénées. Heidi n'était pas juive, ni résistante, ni communiste, ni témoin de Jéhovah. Elle a été incarcérée. Suivante. Voici l'image du pasteur et de ses enfants. Suivante, s'il vous plaît. Ici, étudiante en médecine à Strasbourg. Suivante, s'il vous plaît. Voilà. Elle a été incarcérée à Bourges, puis déportée, parce que suite à son arrestation en gare de Vierzon fin mai 1942, elle a répliqué à 2 agents de la Gestapo qui avaient, selon elle, maltraité la France en parole. En prison, elle était donc dans la prison du Bordio, qui était l'antichambre des camps de concentration, et elle a écrit à ce sujet « J'étais conduite à la prison de Bourges, où je me trouvais avec d'autres détenus, dont en particulier une jeune juive. C'est à ce moment qu'ont eu lieu des rafles des Israélites, dont beaucoup étaient amenés à la prison. Rafles qui nous bouleversaient. Un jour, la Gestapo vint chercher la détenue juive qui se trouvait avec moi. Ne pouvant rester passive, j'ai manifesté mon indignation. La Gestapo me dit « Du moment que vous la défendez, vous partagerez leur sort. » Et quelques jours après, ils m'apportèrent l'étoile juive avec une bande de toile blanche sur laquelle on trouvait l'inscription « Amis des Juifs ». Le lendemain, je fus emmené au camp juif de Pithiviers. Elle est conduite à Pithiviers le 15 juillet 1942, c'est-à-dire peu avant l'arrivée de plus de 4000 personnes juives arrêtées lors de la rafle du Veldiv du 16 et 17 juillet. Elle s'occupe de l'infirmerie du camp et devient en outre un témoin impuissant de la déportation de ces juifs, de la séparation des mères et des enfants, puis de la déportation des petits seuls sans leur mère. Elle est ensuite transférée dans le camp de Beaune-la-Rolande,
la prison d'Orléans et envoyée le 15 décembre au fort de Romainville, où elle rejoint des femmes détenues résistantes, communistes pour la plupart. Elle est déportée à Auschwitz dans le convoi du 24 janvier 1943 avec 220 autres prisonnières, parmi lesquelles des femmes très connues à l'époque, Danielle Casanova, Marie-Claude Vaillant-Couturier, ou connue par la suite Charlotte Delvaux, qui était la secrétaire de Louis Jouvet. Elle est d'abord chargée de soigner des prisonnières allemandes, criminelles ou prostituées dans le camp de Birkenau, puis enfermée pendant plusieurs mois dans le sinistre bloc 10 du camp d'Auschwitz I, le Stammlager, dans lequel les médecins nazis Clauberg, Horst Schumann et Edward Wirtz s'adonnaient à des expériences dites médicales, en particulier de stérilisation sur 400 ou 500 jeunes filles ou femmes juives. Elle s'y oppose catégoriquement en déclarant que c'était contraire à ses convictions de médecin. Edward Wirtz, médecin-chef du camp de Birkenau, lui dit en présence de plusieurs SS armés: « Vous ne voyez pas que ces gens sont différents de vous » en parlant des personnes juives. Elle réplique: « Il y a ici plusieurs personnes différentes de moi, à commencer par vous. » Heidi, qui était psychiatre, a réussi à s'imposer aux médecins nazis dans un entretien qu'elle avait accordé à Jean Rosenthal, qui fut compagnon de la Libération et président du CRIF, un entretien qui était publié dans l'Express en 1964. Elle a déclaré: « Vous savez, je suis spécialisé en psychiatrie et souvent le comportement des Allemands m'a rappelé les attitudes psychologiques de certains arriérés. Au fond, ce sont des faibles qui cherchent toujours à dissimuler leur faiblesse sous des rêves de compensation. Et si on leur tient tête, ils sont sans réaction, ils sont désarmés. » Sa réplique à Wirtz a été jugée foudroyante lors d'un procès à Londres en 1964. Finalement, elle réussit à s'échapper du bloc 10 et à se cacher à Birkenau pendant quelques jours, mais elle va être repérée par Joseph Mengele, l'ange de la mort, qui lui dit, elle écrit quelque temps après mon retour du bloc 10, il me dit qu'il faut participer à ces atroces travaux sur les jumeaux. À ma question, cet ordre est-il définitif? Il me répond, mes ordres sont toujours définitifs. Mais son entourage m'a fait savoir que dans la suite, il aurait dit, je ne peux pas la forcer à ce qu'elle ne veut pas faire. Cependant, le 16 août, elle est informée d'un projet de transfert du bloc 10 où sont prévues des exécutions. Une détenue communiste, Lager Eldeste, c'est-à-dire responsable du bloc dans lequel elle se trouve, lui dit « Il faut que tu cèdes concernant les expériences ». Je lui ai répondu que ce n'était pas possible. « Alors ne t'occupe de rien », me dit-elle, en me donnant un somnifère. Le lendemain, personne ne vint me chercher. Par la suite, j'ai repris mes fonctions de Birkenau. Fin 1943, elle est atteinte du typhus. Pardon, oui, je tue. Et ne se remettra qu'au mois de mars suivant. Elle met tout en œuvre à Ravensbrück pour protéger, sauver les déportés en falsifiant les feuilles de température. Et de toute façon, elle a toujours refusé d'écrire qu'une personne, qu'une femme était incapable de travailler puisque ça signifiait leur arrêt de mort. Le camp est libéré en 1945, mais elle retournera à Paris qu'en juillet. Elle a donc subi 37 mois d'emprisonnement, de déportation à Bourges, dans les camps du Loiret, à Romainville, à Auschwitz, à Ravensbrück, dans le camp de Wattenstedt. Dès son retour, elle a publié un rapport intitulé « Aperçu sur les expériences faites sur les femmes à Auschwitz et à Ravensbrück » et deux autres textes signés « Une femme médecin déportée, Olivier dans la résistance ». En 1964, elle a pris la défense de Léon Uris dans un procès à Londres où l'écrivain américain était accusé par un chirurgien polonais, Władysław Dering, de l'avoir diffamé dans le roman Exodus. Władysław Dering avait collaboré avec les médecins nazis et avait réussi à se réfugier impunément en Angleterre. Et c'est suite à la déposition de Heidi qui a permis donc qui a fait que Władysław Dering a été débouté de son accusation, condamné à payer les frais du procès, et finalement il est décédé l'année suivante.
Et après le procès, Léon Uris a écrit au gouvernement israélien: cette grande dame a passé 2 décades sans aucune reconnaissance officielle de son sacrifice et de son humanité. Et je pense qu'il serait seulement approprié, mais impératif, que le gouvernement d'Israël lui remette une invitation à visiter la Terre Sainte et la cite en exemple de la plus haute source possible. C'est ainsi qu'elle a été nommée juste parmi les nations en 1965. Pardon. Je juste termine en disant qu'elle a prononcé un discours à ce moment-là en disant: le retour du peuple d'Israël dans son propre pays constitue un accomplissement qui non seulement vous concerne, mais le monde entier. Israël a toujours joué un rôle fondateur et fédérateur, ce dont il fut haï ou respecté. Sa mission dans le monde perdure et Israël doit rester fidèle à cette mission. Toute l'histoire de ce peuple démontre la primauté des forces spirituelles et de ce fait, ces engagements ne peuvent que réussir. Je vous remercie beaucoup.